Bonsoir à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir à ce webinaire de l'IACH, l'Académie internationale d'hématologie clinique, consacré aux dernières actualités du myélome multiple présentées lors des congrès EHA et ASCO 2026. Alors, inutile de vous convaincre que le myélome est l'un des domaines les plus dynamiques de l'hématologie. Les progrès s'accélèrent avec de nouvelles stratégies d'immunothérapie, des combinaisons de plus en plus efficaces, une meilleure définition des séquences thérapeutiques et puis une ambition toujours plus forte, à savoir obtenir des réponses encore plus profondes, plus durables, tout en préservant, en tout cas on l'espère, la qualité de vie de nos patients. Et donc, ce webinaire francophone sera l'occasion de revenir sur les messages clés de ces deux grands congrès internationaux, de mettre ces données en perspective et surtout de discuter de leur impact potentiel pour la pratique clinique quotidienne, notamment pour nous en France. Et c'est donc euh, pour cette raison que je remercie chaleureusement euh, mes amis experts de l'IFM, à savoir la professeure Aurore Perrault, professeur Cyril Touzeau et last but not least, le docteur Cyril Hulin, qui au passage est de très très bonne humeur parce que comme vous le savez, l'équipe de France fait quelques prouesses pendant cette Coupe du Monde et on espère que ça va continuer comme ça puisqu'a priori, ils suivent bien ses instructions. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on va pas tourner autour du pot, c'est quand même l'immunothérapie, hein, le mot-clé. D'ailleurs, on félicite Cyril Touzeau pour le New England en tant que premier auteur de Majestec 9. Alors, est-ce que chacun d'entre vous peut résumer en quelques mots un peu son coup de cœur d'immunothérapie? On commence par les dames, peut-être, si vous êtes d'accord. Aurore? Allez, alors on va dire que mon coup de cœur, il est sur une nouvelle cible, puisqu'on avait déjà l'approbation, le remboursement de bispécifiques anti-BCMA, même si mes collègues vous parleront peut-être des spécificités des nouvelles études. Mais donc je vais dire un mot de Monumental 3, qui est donc cette étude de phase 3 qui a évalué le talquetamab en situation de rechute précoce avec des combinaisons à un imide, avec le pomalidomide contre les traitements habituellement prescrits et donc un bénéfice clinique en termes de survie sans progression qui est assez impressionnant. Alors évidemment, hein, il y a la toxicité spécifique de cette molécule qui cible le GPRC5D, donc la toxicité orale, cutanée, qui est très variable selon les patients. Il y a des patients qui perdent du poids, qui ont vraiment des atteintes cutanées importantes, qui régressent hein, d'autant qu'on réduit les doses mais un profil d'efficacité très intéressant. Donc, en rechute, ça va, quand ce sera disponible, quand ce sera approuvé, remboursé, ça va nous aider pour un certain nombre de patients. Et après, la place des anti-GPRC5D en première ligne, on pourra le discuter, mais c'est peut-être une autre histoire du fait de cette toxicité spécifique. Merci beaucoup, Aurore. Et effectivement, Monumental 3. Et quand on parle d'immunothérapie en rechute, en fait, lors de ces congrès, on voit ces immunothérapies remonter les lignes, puisqu'on parle de protocoles et d'études randomisées qui ont ciblé le segment 1 à 3 lignes de traitement. Et la question à toi, Cyril Hulin, au regard de effectivement une efficacité remarquable hein, dans Monumental, mais il y a un peu cette contrepartie de toxicité. Quels sont les moyens dont on dispose pour un peu amoindrir ces effets secondaires? On entend beaucoup dire l'espacement des injections, peut-être. Oui, j'ai l'impression, enfin, l'expérience qu'on a pu en tirer, mais surtout, pas tant l'occasion monumentale 3, mais la chance qu'on a pu avoir en France d'avoir des essais précoces en ligne très avancée, et notamment avec la cible GPRC5D, aussi avec le concurrent avorté du talquetamab, qui était le Forintamig. Et c'est vrai qu'on a pu se faire la main, entre guillemets, à manier cette molécule et cette cible. Et c'est vrai que c'est au total l'espacement des doses et d'arriver à convaincre les patients de poursuivre et de bien les avertir
Je pense que voilà, le message, c'était au début une toxicité vraiment inhabituelle pour nous, parce que une dysgeusie, c'est pas du tout une mucite douloureuse, enfin, comme on pouvait la connaître avec les chimiothérapies, puis avec l'autogreffe, avec le melphalan haute dose, par exemple. Mais voilà, une perte du goût. Et au niveau des mains, la perte des ongles et de voir sa toxicité, c'est quelque chose qui est très très mal vécu, quoi, alors qui est pas très grave, parce qu'en surface corporelle, c'est jamais énorme. Donc, c'est le paradoxe de ces toxicités qui sont gradées 1, 2 par le docteur, mais avec un vécu très difficile par les patients et les patientes, enfin, surtout quand on voit sa toxicité et quand elle vous est rappelée tous les jours parce que on sent rien de ce qu'on mange. Par contre, voilà, le point positif quand même, c'est que quand on espace et on arrive à gérer et elle est réversible. Mais 2 à 3 mois, c'est quand même long, quoi. Mais par contre, oui, on le voit, quoi. Elle est franchement réversible et, à mon sens, gérable, mais il y a vraiment un effort d'information, d'avertissement, de conviction, voilà, de gestion. C'est presque la part la plus importante, mais elle me paraît presque plus psychologique d'arriver à faire supporter ce vécu difficile. Et voilà, mais c'est faisable quand même. Et c'est une arme extrêmement intéressante parce qu'elle est différente, comme l'a dit Aurore, quoi. C'est sa grande force, quoi. Par contre, c'est vrai que j'étais un tout petit peu déçu parce que, enfin, en termes de résultats, parce que les populations d'inclusion sont comparables à Majestic 3, quoi. Et voilà, quand même, alors même si on ne peut pas les mettre l'un en face de l'autre, mais par contre, là, on a des populations de départ qui sont similaires. Et voilà, moi j'aurais parié pour une efficacité similaire. Elle ne semble pas être tout à fait similaire quand même, quoi. C'est le petit point sur lequel j'étais un petit peu déçu. J'aurais parié pour mieux, mais comme quoi, enfin voilà, pas meilleur qu'en pari de football, non? Alors, tu me facilites la tâche parce que ça donne facilement la transition, justement, puisqu'on a évoqué Majestec 3 et puis Majestec 9 en introduction. Donc, je m'adresse à Cyril Touzeau maintenant. Justement, est-ce que, même si on a une étude aujourd'hui d'enregistrement, hein, Monumental 3, est-ce qu'aujourd'hui, on reste sur notre, je dirais, recommandation IFM jusque-là de dire que BCMA doit être la cible à privilégier chaque fois que cela est possible, à supposer que tout est disponible aujourd'hui et qu'on a le choix? Mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression que BCMA est peut-être la meilleure cible en premier et que peut-être cibler GPRC5D viendra après, à la fois sur le profil de tolérance que rappelait Cyril. Et puis c'est vrai que on peut pas s'empêcher de comparer ces deux populations très proches de Monumental 3 et Majestec 3, c'est-à-dire une à trois lignes antérieures, des patients, alors qu'on ne voit plus tellement aujourd'hui en rechute, c'est-à-dire non exposés préalablement à un anti-CD38 pour la grande majorité. Par contre, pour beaucoup réfractaires au lénaïdomide. Et c'est vrai que Tec-Dara, dans ces populations, fait mieux, avec les précautions de comparaison interétudes, que Tal-Dara. Alors, c'est pas très simple. Parce que, est-ce que c'est parce qu'il y a un peu plus de patients qui arrêtent? Est-ce que la dose intensité est moins bonne avec le TAL du fait des effets secondaires? Même si Tech Dara, il y avait quand même des problèmes d'infection et quelques décès dans cette période précoce. Mais quand même, il y a un signal favorable probablement pour Tech Dara dans cette population-là. Et puis, on espère avoir dans les prochaines semaines, on l'attend avec impatience, l'autre traitement ciblant BCMA majeur quand même pour les patients, qui est le Cilta-Cel. Et mon sentiment, c'est que en rechute après quadruplette, avec ou sans autogreffe, ce qui va être qui est déjà notre quotidien, eh bien, faire soit Cilta-Cel avec une grande efficacité, une longue période sans traitement, une meilleure tolérance maintenant que on a des bridges efficaces qui réduisent la masse tumorale avant la réinjection, ou alors pour des patients non éligibles ou si on le préfère, une solution TechDara. Je pense que c'est probablement la meilleure option, ce qui nous laisse les schémas à base de GPRC5D plus tard, à la rechute post-BCMA, qui sera quand même des années plus tard. Euh,
Et donc, Aurore, tu confirmes cette recommandation qu'aujourd'hui, chaque fois que c'est possible, il faudrait privilégier quand même un carticelle, en l'occurrence de préférence aussi le siltacel, soyons optimistes, qu'il va être disponible incessamment sous peu, comme on dit. Est-ce que cela est confirmé? Est-ce qu'on craint pas que certains collègues, par facilité, parce qu'on sait quand même que les carticelles, ça nécessite un peu de préparation, parfois il faut faire voyager le malade dans un CHU, et que peut-être on aurait tendance à aller privilégier un schéma Tech 3-like. Qu'est-ce que tu en penses? Quels sont les guidelines C'est une qui se très mijotent bonne actuellement? question. C'est parce que la question est très bonne que la réponse est très difficile et que peut-être l'IFM ne va pas écrire de recommandations précises sur le traitement de la rechute. Euh, c'est sûr que le jour où on a accès au siltacel, on peut se poser la question d'une potentielle perte de chance si on donne à un patient un bispécifique, parce qu'après un bispécifique, ça paraît peu probable qu'on aille faire du siltacel, alors que l'inverse est possible en théorie, même si on connaît très mal l'efficacité sur le long terme des patients qui reçoivent un CAR-T puis un bispécifique. Alors évidemment, tout dépend aussi du timing de la rechute. Aujourd'hui, face à l'IDCEL qui est disponible, je n'oserais pas dire que c'est une perte de chance de donner un schéma TechDara, pas du tout. Et je pense que c'est bien d'avoir les deux, ça permet de s'adapter aux organisations locales, aux souhaits du patient d'avoir un traitement durée courte et off-thérapie, c'est quand même très très appréciable pour les patients d'avoir un traitement par carticelle et ensuite juste une surveillance par rapport à un schéma prolongé. Et en plus du TechDara, bah, il y a quand même les immunoglobulines polyvalentes à poursuivre pour éviter les infections. Mais voilà, si on fait des comparaisons indirectes, puisqu'on est en train de le faire depuis quelques minutes, IDCEL versus TechDara, pour moi, il y a match. Non, mais Non, d'ailleurs, c'est important de souligner quand même l'importance et puis la révolution qu'ont représenté les carticelles. Alors, je sais que c'est peut-être la comparaison n'est pas forcément la plus pertinente, mais il y a quelques jours, on a vu le New England, un article dans le New England sur le suivi à plus de 10 ans des carticelles anti-CD19 dans des lymphomes des LBCL et folliculaires. Et c'est vrai que avec une seule injection chez des malades réfractaires en bout de course, vous avez quand même le tiers qui sont guéris après 10 ans. On espère obtenir cela. D'ailleurs, dans Cartitude 1, on a déjà ce plateau de un tiers des malades. Alors, le professeur Salomon Magnier nous a rejoint. Bonsoir Salomon. Alors justement, on va en profiter de ton arrivée comme ça, puisqu'on a commencé un peu la discussion pour gagner du temps. On a évoqué donc aujourd'hui le schéma monumental tel qu'Etamab. A priori, la toxicité risque de le décaler un peu dans les lignes. Par contre, cibler le BCMA, on se dit carticelle de préférence d'abord. Mais si on peut pas faire des carticelles, aujourd'hui, on a deux schémas en rechute précoce, le schéma Majestec 3, le schéma Majestec 9, et on espère peut-être, on a juste un communiqué de presse sur magnétisme MM5 avec l'elranatamab. Est-ce que tu peux nous rappeler, Salomon, les différences entre Majestec 3 et Majestec 9, parce que le profil des populations n'est pas le même et Oui, que peut-être Majestec 9 correspond un peu plus à ce qu'on fait aujourd'hui. oui, oui, la grande différence en effet entre les deux essais, c'est que la majorité des patients dans Majestec 3 n'avaient pas reçu de daratumumab préalablement. Et d'ailleurs, le bras contrôle, c'était un daratumumab pobalidomide dexaméthasone, daratumumab Velcade dexaméthasone. Et donc, il n'y a que 5% de patients qui étaient exposés au daratumumab dans Majestec 3, alors que dans Majestec 9, ils étaient largement exposés au daratumumab à 85% et beaucoup réfractaires. Donc, c'est ça quand même la grande différence. Et évidemment, donc il y a une différence. Si on comparait les essais indirectement, on dirait qu'il y a une apparente différence en efficacité, mais il faut se rappeler en effet que c'est pas la même population. Donc, l'efficacité n'est pas vraiment comparable. Et la grande question qui se pose, du coup, c'est de savoir quel schéma il faut faire
et s'il faut ajouter le daratumumab ou pas. On parle beaucoup d'un effet potentiellement synergique. Alors c'est quand même un peu théorique, hein. Il faudrait encore pouvoir le démontrer véritablement, mais il n'y a pas d'essai randomisé, par exemple, qui a permis ça. On verra ce que magnétisme 5 peut nous apporter en ce sens, mais on n'a pas encore de résultats à ce niveau. Et donc là, je pense que les patients, évidemment, qui sont non exposés, bien sûr, là, il y a un intérêt à ajouter le daratumumab. Les patients qui ont été exposés, mais pas beaucoup, on a ces patients-là, parce qu'on a eu un approval à partir de Cassiopeia, où les patients recevaient du daratumumab juste en induction, par exemple, et en consolidation, juste 6 cycles, et pas en maintenance. Ces patients, s'ils rechutent des années après, on a tendance quand même, dans la pratique, à les réexposer au daratumumab. Donc, pourquoi pas en association avec le teclistamab, en l'occurrence. Et après, reste la question des patients qui sont réfractaires. Et là, pour le coup, je pense qu'on n'a pas vraiment d'argument pour remettre du daratumumab chez un patient qui serait réfractaire au daratumumab. Mais certains posent la question d'un quand même possible effet immunologique, même si un patient était réfractaire. Je crois qu'on n'a pas beaucoup d'évidence et le niveau de preuve est faible. Donc pour l'instant, c'est difficile de le demander. Et on aura sans doute une AMM pour le teclistamab seul chez les patients réfractaires au daratumumab et teclistamab daratumumab pour les autres. Alors, je sais que Cyril Hulin, tu as ton idée sur la chose. D'ailleurs, tu proposes de réaliser une étude pour un peu répondre à ce gap qu'on a entre ces deux études. Bah, oui, je pense que la question est majeure parce que, enfin, comme le suggère, enfin, quand on écoute entre les lignes, si je puis dire, Salomon, on sent bien l'envie des docteurs de faire du tech dara contre toute, contre l'évidence base médecine, si je puis dire, parce que même déjà les dara exposés, je veux dire, on franchit le pas sans se poser aucune question, alors que ça représente 5% des patients. Enfin, je veux dire, mais je suis entièrement d'accord que moi, je serais le premier à le faire aussi. Les résultats sont tellement positifs qu'on a envie de le croire, mais il est rare habituellement de tirer des conclusions définitives d'une sous-analyse qui repose sur 5% des patients. Un peu délicat méthodologiquement. Et alors, les réfractaires, non, enfin, mais qu'on ait envie d'y croire, oui, c'est évident. Enfin, je veux dire, ça a toujours été dans les retraitements. Enfin, je veux dire, avant qu'il soit consacré que de retraiter par le daratumumab, dans d'autres associations qu'avec le teclistamab n'était pas efficace, ça se faisait beaucoup, ça se disait beaucoup. Voilà, qu'il fallait juste passer par une ligne antérieure, enfin une ligne entre les deux et qu'on pouvait le remettre et selon une association différente. On ne peut pas empêcher le docteur de vouloir y croire. Donc, il serait bien de le démontrer parce que peut-être que pour une fois, ça ira contre ce que j'ai toujours connu, moi, c'est que quand on est réfractaire à une famille, c'est fini, elle est grillée. Et si pour une fois, ça pouvait être le contraire, moi, j'achète, enfin, sincèrement, mais je préférerais avoir des preuves. Alors après, même si on augmente que de 20%, ça serait déjà magique, enfin, je veux dire, sans récupérer, sans avoir les mêmes résultats que Majestec 3. Mais si on faisait 20% mieux, par exemple, que Majestec 9 en rajoutant du DARA chez des DARA réfractaires, bah, enfin, oui, ça validerait l'attitude, mais voilà. Alors après, voilà, il faudra voir si le laboratoire est prêt à financer avec le risque que ça soit négatif ou s'il va parier sur le fait que les docteurs le feront contre toute logique. Je ne sais En pas. tout, en tout cas, la question est scientifiquement pertinente. D'ailleurs, outre ce débat sur l'aspect réfractaire à l'anti-CD38 ou pas, Cyril Touzeau, on a quand même quelques autres précautions parce que il ne faut pas occulter le fait que même en traitant les malades en rechute précoce, donc beaucoup moins avancée, on est toujours confronté à cette problématique infectieuse. Et est-ce que tu peux nous rappeler un peu le contexte et puis parce que il est évident qu'on a envie de mettre ces anticorps bispécifiques, mais pareil, même si c'est faisable dans n'importe quel centre carrément, mais les précautions sont quand même assez strictes. Mais oui, et donc ça que le début des bispécifiques anti-BCMA, c'est au moment de l'épidémie de Covid. Et donc on a évidemment eu les études Majestec 1, Magnétisme 3, avec excellente efficacité chez des patients très avancés, en échec de la plupart de
nos classes thérapeutiques, mais dès le départ, un signal un peu d'infection grave, de décès d'infection, mais on se disait, c'est l'épidémie Covid, on n'a pas de vaccin, et donc voilà. Et puis ensuite, des études ont été menées en post-Covid avec les vaccins, et malheureusement, on observe toujours des décès précoces. Ça a été le cas de Majestec 3, avec dans le bras Tech Dara 16 patients décédés, alors que on incorporait quand même de plus en plus les immunoglobulines, euh, euh, parce que les études suivent les recommandations. Et ce qui ressort quand même, comme tu le disais, c'est que oui, même dès la première rechute, avec des patients un peu moins immunodéprimés, on a toujours ce risque d'infection grave. Ce qui est important, c'est que la période la plus critique, c'est les 6 premiers mois de traitement. L'essentiel des décès d'infection surviennent pendant cette première période. Et dans ces études, même si évidemment les promoteurs insistent sur le besoin d'immunoglobulines, on voit que dans l'ensemble, plus de la moitié des décès, ce sont des patients qui soit ne recevaient pas d'immunoglobulines, soit recevaient des immunoglobulines, mais insuffisamment, avec au moment du décès, quand on regarde leur taux d'immunoglobulines polyvalentes, d'IgG polyvalentes, était à moins des 4 grammes qu'on recommande. Donc ça, c'est vrai que c'est un message très fort. Euh, Quand on débute un traitement par bispécifique ciblant BCMA, je crois qu'il faut mettre en route dès le départ un traitement par immunoglobuline substitutive dès le départ et de surveiller le taux d'IgG des patients, d'adapter les doses pour les mettre au-dessus de 4. Donc c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'on rajoute de la contrainte. On peut faire les immunoglobulines par voie intraveineuse à l'hôpital ou à domicile. On peut le faire par injection sous-cutanée, mais ça vient en plus. C'est aussi un plus dans le coût des traitements. Et c'est long, c'est-à-dire que on se rend compte au quotidien que donc on les laisse tant que les patients sont sous bispécifique BCMA. Ça peut être très longtemps dès la première rechute, mais même quand on arrête les bispés à cause d'une infection par exemple ou d'une autre toxicité, on voit que les patients ils restent très longtemps hypogammaglobulinémiques. Il y a des études qui commencent à arriver qui montrent qu'en gros, en médiane, en moyenne, les patients vont rester 1 an hypogammaglobulinémiques après l'arrêt du bispécifique. Donc, c'est vrai que c'est des contraintes pour les patients, pour les soignants, mais c'est majeur parce que les études passent les unes après les autres. Dans les congrès, on dit, ben voilà, Majestec 3, 16 patients décédés, Majestec 9, Tech Mono, X patients décédés. Je veux dire, on sait tout ça. Je crois qu'on n'a plus le droit de mettre en place du TECLI, de mettre en place de l'ELRA et puis d'attendre l'infection grave. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un message fort qu'on doit répéter malgré les contraintes que ça occasionne. Non, merci beaucoup Cyril. C'est vraiment un appel à la communauté, hein. En tout cas, nous, par exemple, dans notre centre, on réfléchit pas, on dit bispécifique, on démarre les immunoglobulines, on cherche même pas à monitorer de près. Ils vont tous devenir hypo ou agammaglobuline. Quelle est la pratique à Toulouse, Aurore, et comment vous gérez tout cela? Non, nous aussi, alors j'avoue que même maintenant, au début, on commençait les immunoglobulines entre le J15 et le J28 du premier cycle, après l'escalade de dose. Et là, avec les essais de première ligne, on n'a tellement pas envie d'avoir une complication très très sévère, voire un décès chez ces patients-là, que je commence même avant l'escalade de dose. Donc, une semaine avant, en général, dans Eden, au moment où on fait l'évaluation du C4J28. On a quand même des patients qui, malgré la dose théorique au poids, restent inférieurs à 3,5 grammes par litre en résiduel. Et donc, on a dû augmenter un peu, pour certains patients, les doses assez rapidement, d'autant qu'ils faisaient des infections pas sévères, mais des infections. Je crois que c'est un message important, ce d'autant plus que là, on parle de bispécifique en rechute, mais on a tous vu, je pense, il y a quelques jours aussi, la publication dans Nature Médecine de l'étude magnétisme 5. Alors certes, c'est une phase 2 monobras pas randomisée, mais qui fait magnétisme 5, pardon. Je vois Salomon qui fronce les sourcils, Majestec 5, comme quoi il suivait, hein. Majestec 5 publié dans Nature Médecine qui usage du teclistamab
en première ligne. Justement, Salomon, quelques mots de spéculation. Imaginons demain si on fait remonter les bispécifiques en première ligne. D'ailleurs, c'est l'étude IFM-LN aussi, hein. Comment on va aménager toute cette séquence? Parce qu'en fait, on va chambouler tout le temps la séquence très vite. Oui, bien sûr. Et puis la recherche, là, pour le coup, est très active et donc il y a des schémas divers et variés, mais globalement, alors Majestic 5 était juste une phase 2 qui n'est pas d'enregistrement, c'était tout combiné, quoi, avec le Dara VRD. En gros, il y a jusqu'à une quintuplette, voilà. Mais en gros, pour les essais d'enregistrement, en première ligne avec les anticorps bispécifiques, il y a la stratégie chez les sujets éligibles à l'autogreffe de les utiliser en maintenance. Donc c'est le DARA VRD en induction, consolidation, l'autogreffe, et puis pour la maintenance, l'anticorps bispécifique. Il y a la stratégie de l'IFM, donc tu as mentionné dans l'essai Hélène, qui est de remplacer l'autogreffe par la combinaison elranatamab lenalidomide, et puis après la même question à la maintenance. Et chez les sujets âgés, eh ben, c'est plutôt combiné d'emblée l'anticorps bispécifique, donc ceux qui sont non éligibles à l'autogreffe, hein, l'anticorps bispécifique avec le DRD, ça c'est l'essai Monumental 6 et Majestic 7, ou alors, nous on a adopté une stratégie de diminuer un peu la dose intensité chez les sujets âgés non éligibles à l'autogreffe en le combinant juste au daratumumab. Et donc on a un essai de phase 3, enfin de phase 2 en cours et de phase 3 qui va démarrer, qui s'appelle Ntrust, en combinaison éthentamique daratumumab chez ces patients un peu plus fragiles. Voilà. Donc c'est ça globalement la stratégie. Très bien, merci. Puisqu'on parle des sujets âgés, Cyril Hulin, de mémoire, je me souviens, tu as été quand même le pionnier de traiter, de créer un protocole pour les ultra âgés. C'était à l'époque du thalidomide où tu avais, alors je me souviens plus du numéro du protocole 01, IFM, 01. voilà, et qui était publié dans le JCO, de Ouais, c'est mémoire. vrai. Comment tu vois, alors là, c'est pas le non éligible à la greffe, mais je dirais c'est le ultra frais, le âgé, l'arrivée de ces bispécifiques, genre on va lui donner 3 mois de traitement et puis c'est fini, ils sont guéris. Comment tu vois, comment tu designerais à nouveau 20 ans après ou 25 ans après ce protocole ultra frail? Oui, oui. Bah, déjà, enfin, à l'époque, c'était des plus de 75 ans, donc on a reculé la barre, quoi. Là. 85 ans maintenant là-bas. Oui, 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 c'est ça. Maintenant, les ultra fragiles, enfin, les ultra fragiles pour moi du quotidien, c'est des gens qui sont même pas, qui ne remplissent même pas les critères d'inclusion des essais dits de fragiles, bon, qui sont des personnes réelles. Après, c'est pas une critique sur les essais de fragiles. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut mettre des barrières et des règles, mais il y a aussi une population de très, très, très fragiles qui existe et qui mérite d'être traitée parce que pas de raison de les laisser souffrir de lésions osseuses éventuelles alors qu'on peut les traiter. Le paradoxe, c'est que tous ces traitements, enfin, des fois je m'amuse à le dire aux plus jeunes de manière caricaturale, c'est qu'un bispécifique, on peut en faire chez un dément. Enfin, je veux dire, techniquement, c'est faisable. Ce ne serait pas ma première idée, et compte tenu enfin, d'un impact médico-économique et sociétal au sens très large du terme, mais techniquement, tout ce qui apparaît est faisable, même chez l'ultra fragile. Après, c'est vraiment une question de choix et de ciblage. Mais c'est vrai qu'il y a deux manières de faire. Soit de choisir un traitement qui soit moins astreignant, moins coûteux, le plus facile à faire et qu'on poursuive au long cours. Enfin, en gros, le daratumumab, l'énalidomide et autres. Ou autrement, d'envisager quelque chose de plus efficace et de le faire très, très ponctuellement, qui, après tout, pourrait tout à fait être validé et dire je suis prêt à mettre un peu plus de coûts, un tout petit peu plus de moyens, mais en sachant que ça va être très ponctuel dans le temps, et ce qui peut se valider. On voit, c'est une réflexion qui vient aussi, qui est en train d'apparaître, je vois en RCP, je trouve, c'est vis-à-vis de la gestion au long cours du DRD. Enfin, ça marche très bien. Et puis, bah, voilà, quand on a commencé à 82, 83, bah, 2 ans après, ils sont encore plus âgés. Il s'est potentiellement passé des choses, même que le myélome soit en RC, c'est que, enfin, dans des âges où d'autres comorbidités peuvent se décompenser. Maintenant, je sais que j'ai la phrase
voilà, je n'applique pas de durée de traitement fixe annoncée à l'avance, mais par contre, j'estime qu'au bout de 2 ans, il faut se reposer la question, réévaluer le patient et de se reposer la question de la pertinence de la poursuite, compte tenu de son évolution, de voir est-ce qu'il a changé durant ces 2 années-là. Euh, oui, est-ce qu'on en a un peu marre de le voir aussi, en prétextant qu'il ne veut plus venir, ce qui est la solution. Mais je pense qu'il faut apprendre, non seulement, on a toujours une idée de l'évaluation gériatrique au moment où on décide d'un traitement, mais je pense qu'il faut intégrer qu'elle est évolutive dans le temps et qu'au fur et à mesure de complications autres, diverses, et j'ai toujours l'impression, enfin moi, le premier, que je visualise toujours le patient comme quand je l'ai vu la première fois et que je ne le vois pas forcément se dégrader. Et ça, je pense qu'il faut qu'on réapprenne à le faire. C'est l'intérêt que aussi il soit une fois vu par quelqu'un qui ne le connaisse pas depuis longtemps et de se poser la question. Voilà. Mais par contre, je n'aurais pas d'attitude préétablie de dire parce qu'il a 85 ans, c'est que 2 ans et puis point. Mais je pense qu'il faut réévaluer les choses et constamment se reposer la question de l'intérêt de la poursuite ou pas. Et puis, quand il faut mettre le paquet, oui, parce que bon, il y a le célèbre, hein, les familles ont toujours envie de croire, enfin, on a tous entendu ça, hein, que vu que c'est un cancer chez le vieux, ça va être un cancer paisible. Non, ils ont le même pourcentage de cancer agressif et il y a des fois, bah, ça vaut le coup de mettre le paquet quand même parce que c'est comme ça qu'on va les améliorer et qu'ils vont pouvoir en tirer bénéfice. Mais oui, mais il y a vraiment besoin d'une évaluation constante et enfin voilà, réévaluer constamment nos décisions et être prêt à en changer parce que la situation a changé. Ce qui est différent du sujet plus jeune, où là, on lui établit un programme et puis voilà, il faut qu'il le suive jusqu'au bout pour son bien. Là, non, il faut savoir s'adapter et réfléchir constamment à est-ce qu'on rend service aux patients ou pas trop, ou à la Alors, société. qui dit traitement à durée fixe, Cyril, et là je m'adresse à Cyril Touzeau, il y a la MRD quand même. Bon, il y a certes tous les autres paramètres, mais aujourd'hui, ce qui est en train de se tramer, en tout cas, est l'étude MIDAS que vous gérez avec Aurore, étant donné le bon exemple, donc le MRD Driven Treatment. Est-ce que aujourd'hui, justement pour les sujets âgés, on peut espérer, imaginer, parce que c'est là où on a envie de les embêter le moins, non? Oui, absolument. C'est vrai que la, la stratégie adaptée à la MRD est plus appliquée pour le moment chez les patients plus jeunes dans le contexte de l'autogreffe. Midas, qu'Aurore a publié dans le New England l'année dernière, a été un peu pionnière sur une randomisation adaptée à la maladie résiduelle. C'est vrai que chez des sujets âgés, ça pourrait être très important sur ce que vient de rappeler Cyril, c'est-à-dire voilà, un traitement très long jusqu'à progression. Chez des patients avec les années qui passent et les comorbidités qui s'ajoutent, on a besoin de marqueurs d'arrêt de traitement. Pour l'instant, nos stratégies quadruplettes ou triplettes sont jusqu'à progression et comme ça marche très bien, bah, c'est probablement 7, 8 ans peut-être pour les stratégies d'ARA-VRD, ISA-VRD. C'est vrai qu'on aimerait pouvoir arrêter ces traitements plus tôt parce qu'on voit au bout de quelques mois, années, les effets secondaires digestifs, la diarrhée chronique des imides, parfois un peu les neutropénies, la fatigue. La MRD serait probablement un bon outil pour peut-être guider les arrêts de traitement. Euh, Cela dit, je pense que chez les sujets âgés, il y a aussi l'importance des marqueurs initiaux et de la cytogénétique. Et je pense que c'est tout le débat actuel de savoir un peu l'intrication maladie résiduelle, cytogénétique pour guider les stratégies thérapeutiques, les intensifications comme les diminutions, voire les arrêts de traitement. Mais c'est vrai que je ne sais pas si existe
quelque part des essais cliniques qui s'appuient sur la MRD pour guider les arrêts de traitement. Alors je dis ça, mais en fait ça existe et Salomon pourrait le dire, puisque dans l'essai N-Trust, si je me trompe pas, qui est donc l'essai dont parlait Salomon, qui compare chez des patients non éligibles à l'autogreffe non fit, c'est-à-dire soit les patients plutôt fragiles ou intermédiaires, le bras contrôle est assez logique, la triplette Daral-Index. Et le bras expérimental, c'est Etentamig-Dara, donc cette excellente combinaison BISP-BCMA anti-CD38. Et il est prévu dans cette étude, je crois, chez les patients traités au moins 2 ans et en sustain MRD, de pouvoir arrêter, Salomon me corrigera, soit le BISP tout seul, soit tout le traitement. Mais donc, oui, voilà, arrivent des stratégies adaptées à la MRD, y compris chez les sujets âgés. Très bien, bah merci. Je vais essayer de passer à un autre chapitre parce que certes, il y a un engouement pour les immunothérapies, mais avec le mot-clé immunothérapie Aurore, même si ça a fait un peu moins de bruit, mais ça a été quand même publié dans le Lancet au moment de la présentation à l'EHA 2026, c'est le mésicdomide, les CELMoD, qui sont bon, des modulateurs cellulaires, des immunomodulateurs. Alors c'est vrai que l'étude en question, c'était la combinaison mésicdomide-carfilzomib-dex versus carfilzomib-dex. Carfilzomib-dex comme contrôle qui pourrait être considéré comme, on va dire, un peu faiblard, une sorte de deux chevaux de la rechute. Néanmoins, par rapport à ce qu'on vient de discuter et de Majestec 3, de Majestec 9, de Monumental, est-ce qu'on a une idée comment on pourrait positionner et prendre avantage des CELMoD, du mésicdomide, par exemple? Alors oui, c'est vrai que Mésicadé va devenir une combinaison probablement approuvée, remboursée on l'espère, même si KD est peut-être sous-optimal, comme tu le dis. Néanmoins, on ne sait pas bien si on va pouvoir enchaîner les immunothérapies avec le même mécanisme d'action de redirection vers les lymphocytes T, sans changer de moyen d'action. Et on a vu des sous-cohortes de phases précoces qui évaluaient chez des patients déjà préexposés aux anti-BCMA, par exemple, soit un autre anti-BCMA, soit des anti-GPRC5D. On a des réponses un peu moins longues, mais c'est vrai qu'on connaît encore assez mal les mécanismes de résistance. Est-ce qu'on va être capable de les monitorer? Est-ce que de façon systématique, on se dira il vaut mieux passer par une autre ligne? Alors, il y a des molécules comme le sélinexor qui cherchent des places, des rationnels biologiques ou non dans ce créneau-là. Mais je pense qu'effectivement, parfois, changer de mécanisme d'action, attaquer la maladie d'une autre façon, on peut avoir un intérêt. Et donc, Mésicadé, pour moi, ça pourrait très bien être une ligne suivante après un anti-BCMA avant d'aller vers un anti-GPRC5D plus tard. Mais ça, on a beaucoup à apprendre sur les séquençages et les mécanismes de résistance. À condition, bien sûr, qu'il ne soit pas réfractaire au carfilzomib, puisqu'on l'utilise de manière routinière. Salomon, justement, toujours sur cette rubrique des CELMoD, et Aurore a fait un beau résumé de l'étude Successor. Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est dire, OK, Mésicadé va être approuvé, c'est très bien, mais en réalité, peut-être la beauté de ces CELMoD, c'est d'être combiné justement au bispécifique, par exemple. Alors combiné ou séquencé avec, qu'est-ce que tu verrais comme rationnel biologique à faire? On sait que donc ces immunomodulateurs ou CELMoD, hein, c'est quand même le même mécanisme d'action, mais le nom a un peu changé, mais c'est le même principe de Il faut molécule. quand même renouveler un peu et puis Voilà. rendre ça un peu plus sexy quand même. Voilà. Donner un aspect moderne. Mais donc, en effet, il y a un effet antitumoral direct, mais il y a un effet, comme leur nom l'indique, immunomodulateur. Et ça fonctionne par augmentation de la sécrétion de l'IL2 par le lymphocyte T, parce que ça dégrade IKZF1 et 3 dans le lymphocyte T, et qui sont des répresseurs de l'IL2, donc ça augmente la sécrétion de l'IL2. Et donc l'IL2, c'est la cytokine qui booste les lymphocytes T. Donc il y a cet effet immunomodulateur. Et évidemment, avec
des anticorps bispécifiques dont l'action repose sur le lymphocyte T, c'est très intéressant. Alors la question qu'on se pose un peu aujourd'hui, c'est de savoir si justement l'action, cette activation des lymphocytes T n'est pas un peu trop importante quand on combine les anticorps bispécifiques et les lymphocytes T. Ça pourrait mener à, on parle souvent d'exhaustion, de sénescence de ces lymphocytes T. Donc ça, c'est un peu la question. Je pense il faudra qu'on apprenne à manier ces molécules et à trouver le bon dosage aussi. C'est vrai que comme souvent, quand on combine, on part avec les doses pleines des deux molécules, mais en combinaison, éventuellement, il n'y a pas besoin d'une dose si importante. Voilà, en tout cas, on en a l'expérience dans l'essai Hélène, puisque c'est la combinaison du l'elranatamab au lenalidomide. Et bon, évidemment, il faudra qu'on attende les résultats, mais ça semble se passer bien. Il y a évidemment tout un tas d'autres exemples d'essais, dont l'IFM 2021-01, qui a un bras avec le lenalidomide. On n'a pas encore les résultats aussi, parce qu'on vient juste d'inclure les patients. Voilà, donc il faut qu'on ait peut-être un peu plus de données sur cette combinaison-là, qui est intéressante théoriquement, mais il faut voir en pratique précisément comment ça se passe. Merci beaucoup. Et tout à l'heure, Aurore a mentionné que peut-être on aurait envie de faire du mésicdomide à intercaler entre la ligne avec BCMA ou la ligne avec GPRC5D. Ce qui me fait penser quand même, et mon rôle de modérateur est d'être un peu fair, comme on dit, au belantamab, puisque l'IFM va mener une étude, belantamab, mésicdomide. Alors, c'est un anticorps conjugué. Il faut reconnaître que les anticorps conjugués dans les tumeurs solides donnent quelques beaux résultats. Alors, c'est vrai que notre expérience avec le belantamab en France, elle est très pauvre, voire inexistante, puisqu'on l'a utilisé uniquement dans le programme compassionnel il y a quelques années en monothérapie. Cyril, Cyril Hulin, qu'est-ce que tu vois comme place au belantamab, puisque en plus tout à l'heure on a parlé des sujets âgés et c'est vrai que la rumeur qui circule, en tout cas, c'est qu'on peut donner tous les 3-4 mois une injection, ce qui est quand même pas si mal que ça. Mm. Ben, c'est vrai que moi, c'est pas le produit qui provoque le plus d'enthousiasme actuellement, compte tenu de l'enthousiasme sur les immunothérapies couplées au CD3. Mais si, par exemple, il était disponible maintenant, alors que je n'ai pas accès au teclistamab ou au elranatamab dès la deuxième ligne en rechute post-DRD. Enfin, je veux dire, voilà, Majestec 9 risque de changer la donne, mais le temps que ça soit approuvé et disponible, il va y avoir un gap. Et c'est vrai que je suis âgé, moi, d'utiliser le belantamab éventuellement avec le pomalidomide, comme les résultats étaient vraiment très, très bons, et dans une utilisation effectivement espacée. La toxicité oculaire, elle a fait pareil, beaucoup parler, mais pour moi, c'est comme une toxicité nouvelle qu'on a apprise. On a été pris un peu de cours au début, mais à mon sens, elle est gérable, elle est pas catastrophique, elle est réelle, elle est pas très compliquée à mettre en évidence. L'accès à un ophtalmologue est peut-être plus compliqué que la mise en évidence d'une kératite, mais ça peut encore s'arranger. Puis en avertissant les patients et avec les signes cliniques qu'ils peuvent rapporter, on peut se permettre de gérer. Et c'est comme le talquetamab, dès qu'on espace, on arrive à avoir une récupération. Donc, et par contre, il n'y a pas de CRS, c'est une perfusion toutes les X temps, enfin au plus rapproché, c'est toutes les 3 semaines, qui se passe très bien, qui est facile. Donc, il peut y avoir une prescription pour des patients comme ça particuliers, si le produit était disponible dès maintenant, à mon sens, qui ne serait pas inintéressante et qui pourrait avoir une part de marché, comme on dit, on pourrait réfléchir comme un gars du marketing, mais moi, j'imaginerais des patients chez qui je trouverais une indication à leur prescrire, sincèrement, quoi. On aura l'occasion d'en parler. Donc, pour conclure, je voudrais remercier très chaleureusement mes amis Aurore Perrault, Cyril Touzeau, Salomon Magnier et Cyril Hulin pour le partage d'expériences et leur expertise. Je remercie également l'ensemble des participants pour la qualité de cette discussion. Je crois qu'on est tous d'accord que les données présentées à l'ASCO et à l'EHA 2026 confirment que le myélome
continue d'évoluer à une vitesse remarquable. Les nouvelles combinaisons, les immunothérapies, les anticorps bispécifiques, les CAR-T-cells, puisqu'on n'a pas parlé des CAR-T-cells qui ciblent deux antigènes tumoraux, on n'a pas parlé des CAR-T-cells in vivo qui suscitent énormément d'enthousiasme. On a évoqué les stratégies guidées par la MRD, tout ça, ça ouvre des perspectives majeures pour les patients. Et bien évidemment, on n'a pas prononcé le mot encore, mais quand même, il faut que je conclue avec la guérison est à l'horizon. Je pense, y compris maintenant au regard des résultats que l'on connaît avec les schémas, par exemple Majestec 3 et Majestec 9, mais aussi Cilta-cel pour des malades en rechute. Mais je crois qu'au-delà des progrès scientifiques, et ceci a été aussi évoqué par vous tous, notre responsabilité reste la même. Il faut transformer ces avancées en décisions cliniques claires, accessibles, personnalisées vraisemblablement, afin d'offrir à chaque patient la meilleure chance de vivre plus longtemps, mieux et avec le plus d'espoir possible. Merci encore à tous et à toutes pour votre engagement et à très bientôt pour un nouveau webinaire de l'ISCH. Merci et bonne soirée.